Une fois n'est pas coutume, pour cette émission consacrée aux jeux vidéo, j'ai fait appel à un jeune homme de 20 ans et absolument expert en ceci. Son expertise va très loin, il connaît tout, du type de jeu, des formules d'abonnement, des joueurs, des risques. Grâce à ces plateformes de jeux, des amis virtuels sont même devenus des amis dans sa vraie vie. C'est paradoxal, mais je navigue entre une certaine fascination pour l'exhaustivité des informations qu'il a et l'inquiétude d'une certaine addictologie. Quand je l'écoute, j'ai parfois l'impression qu'il me raconte un événement réel qui est en train de se dérouler dans la rue. C'est génial parce que la technologie me fascine et déroutant car ce monde virtuel prend tellement de place. Bref, tout est accessible. Des loisirs certes, mais le cyberharcèlement et la pornographie, même virtuelle, prennent une grande réalité dans cet espace. Il est donc temps de s'informer mieux. Accéder aux loisirs, à des amis, à des paysages nouveaux, il existe 1000 façons de jouer. Et oui, aujourd'hui, c'est le grand exposé. On va parler des jeux en ligne, de leur catégorie, comment on démarre, quelles émotions ça génère, comment on découvre et où est-ce qu'on en est à 20 ans. Quels avantages pour nos ados et les risques associés. On ne va pas faire de langue de bois et on va surtout essayer de nous informer le mieux possible pour pouvoir parler le même langage avec nos enfants et discuter avec eux d'égal à égal. Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet? Mais ils font quoi ces jeunes sur Internet? Mais ils font quoi les ados sur Mais Internet? qu'est-ce qu'ils font les ados sur Qu'est-ce qu'ils font sur Internet Internet, ces Mais ados qu'est-ce qu'ils font les ados sur Mais Internet qu'est-ce qu'ils font ces ados sur Internet? Cyber, les ados témoignent. Héloïse Dupin de Saint-Cyr. Bonjour, je suis Héloïse, maman de 3 enfants connectés. J'ai travaillé pendant 20 ans auprès des plus grandes entreprises à les sécuriser contre tout type d'attaque sur Internet. Je fais partie de ce que l'on appelle les experts en cyberdéfense. Et pourtant, comme vous peut-être, quand mes ados ont été en âge d'avoir leur premier smartphone, je me suis trouvée complètement dépassée. J'ai donc décidé de créer ce podcast pour nous permettre de nous informer et avoir des opportunités d'échange avec eux. Aujourd'hui, on parle donc de jeux vidéo avec Gabriel, qui a 20 ans et vit dans le département du 78. Il poursuit des études de commerce, dispose d'un smartphone depuis la classe de 6e, d'un ordinateur qu'il peut utiliser sans contrainte de temps. Pour m'aider à comprendre l'environnement des jeux en ligne, je lui ai demandé de l'aide. Bonjour Gabriel, comment vas-tu ? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, je te remercie. Donc tu poursuis des études de commerce. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Alors actuellement, je suis dans le commerce du sport, du coup dans une école qui s'appelle l'ESG Paris. Et j'essaye de me tourner vers ce qu'on appelle une section e-sport, dans un domaine plutôt de la communication ou de l'événementiel. Donc l'e-sport, pour expliquer très rapidement ce que c'est l'environnement professionnel des jeux vidéo. Donc c'est un peu la Ligue 1 pour le foot, mais version jeux vidéo avec des jeux différents, etc. Du coup, c'est plutôt dans cet environnement-là, on va dire. Est-ce que toi, tu pratiques un sport ? Alors, j'ai pratiqué un sport. J'ai fait 10 ans de handball, mais j'ai arrêté un peu après le Covid. Blessure plus moins l'envie, on va dire. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard ? J'adore organiser des événements. Dans ma vie de tous les jours, j'adore faire des soirées, j'adore les organiser et j'aime bien. C'est pas pareil, mais c'est un peu pareil, un peu au final. Donc peut-être faire des événements, plus dans l'e-sport, mais événementiel en général, ou un peu de communication si j'aime bien ça. Bon, voilà, ce serait ce que j'aimerais faire après, c'est pas encore figé. Mais c'est mon goal. Alors, le message est passé. Tu as donc eu ton premier téléphone en classe de 6e. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé au moment où tu as ouvert la boîte ? Ah, je me rappelle très bien parce que c'était à mon anniversaire. En plus, c'est en octobre, donc c'est rentré. Ça tombe bien parce que je n'avais pas de téléphone et tout le monde autour de moi avait un téléphone. Donc j'étais un peu lésé. Dès que j'ai vu le téléphone, je me suis dit, oh, la liberté. La liberté, je vais pouvoir appeler des gens, je vais pouvoir écouter de la musique, regarder des vidéos. Ah, c'était soulagé, je pense, je dirais, d'être connecté. Est-ce que tu te rappelles si tu as eu des recommandations à cet âge-là, au moment où tu as reçu ce téléphone ? Oh, de mon père, il m'a dit de faire attention au réseau, évidemment. Parce que bon, comme il bosse également dans le milieu de la cyber, il s'y connaît un peu, même si bon, c'est pas un expert des réseaux. Il sait qu'il peut y avoir des dangers, donc forcément, si on est petit, il faut faire attention. Il m'a dit de pas trop aller sur les réseaux, ce que j'ai pas fait, mais j'aurais peut-être dû. Bon, pour moi, ça s'est bien passé, mais pas forcément pour tout le monde. Il faut faire attention quand même. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard. Quand il t'a dit de faire attention, est-ce que tu savais à quoi ? Ah, alors au début, je pense que c'était plus les personnes qui essayent d'abuser des jeunes pour essayer
leur voler des choses, des trucs comme ça. C'est assez courant sur les réseaux. Ils sont passés pour quelqu'un d'autre alors qu'ils sont beaucoup plus vieux ou quelqu'un de notre âge. Et après, ils donnent rendez-vous parce qu'ils habitent pas très loin. Et au final, faites voler. Enfin, truc qui arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Il faut forcément faire attention parce que quand on est petit, on s'en rend pas forcément compte. Que quand on grandit, on voit les gens, ça se voit quand c'est pas ce qu'ils prétendent. Mais quand on est petit, on n'a pas forcément le discernement, donc il faut faire attention. Et il a bien fait de me le dire d'ailleurs. Le fait qu'ils te le disent, du coup, tu en as pris conscience dès l'âge de la 6e ou tu penses qu'il y avait quand même une démarche de ta part un peu plus tard pour avoir le discernement dont tu parles? Bah alors je pense que j'ai quand même fait plus attention. J'ai quand même tendance à essayer de l'écouter au moins sur ce domaine-là. Tout qu'il y a un petit truc, mon frère aussi s'était fait. Il y a eu un petit problème, pas lié au réseau, mais du coup forcément j'étais un peu parano. Mais ouais, après forcément, les réseaux c'est comme tout ce qui est connecté. Il faut savoir se déconnecter, enfin faut savoir pas se déconnecter, mais faire la différence entre ce qui est la vraie vie et ce qui ne l'est pas. Donc quand on parle à quelqu'un qui n'est pas dans la vraie vie, on ne doit pas lui faire confiance, comme on pourrait faire confiance à quelqu'un à qui on parle de face à face. C'est pas pareil. Aujourd'hui, on va parler de ta consommation du téléphone. Comment est-ce que tu répartis ton temps d'écran et ton temps de scolarité, d'études, de jeux avec tes amis, tout ça? Bah alors moi, j'ai la chance d'être dans une école qui prend pas beaucoup de temps pour l'instant. Ah, ils ont 3h30 de cours par jour. Je peux assez bien répartir mon temps. Bah c'est bon, bah, je vais en cours du coup. Ce qui me prend 3h30 plus 3 heures de trajet. Après le reste, bah, souvent les temps de trajet, je suis pas sur mon téléphone évidemment, ou à écouter de la musique. J'écoute beaucoup de musique, mais bon, ça reste être connecté, hein. Et après quand je rentre, bah, je me mets direct sur mon PC, que ce soit pour regarder des vidéos, des streams, donc des lives quoi. C'est en direct sur des trucs que j'aime ou juste jouer avec mes amis en appel Discord, donc en appel quoi. Donc ouais, je dirais une bonne grosse partie de ma journée sur les écrans quand même. À quelle heure tu te couches? Alors, je suis insomniaque en plus de ça, donc moi, se réveiller à 3h30, 4h, à peu près. À 3h30, 4h du matin? Oui, du coup, parce que j'ai beaucoup de mal à m'endormir. J'essaie d'arrêter au moins 2 heures avant. Enfin, quand je vais me coucher, j'essaie d'arrêter vers minuit, 1h. Mais le temps que, bah, comme j'ai du mal à dormir, bah, le temps que je m'endorme et tout, que je pense à rien, ça prend du temps. Bon, je règle ça, mais c'est personnel, c'est pas forcément un problème de tout le monde. J'essaie de faire gaffe quand même. Alors, tu essayes de faire gaffe comment? Quelles règles tu t'es imposées, par exemple? Bah alors, déjà, si on veut dormir, faut arrêter les écrans un peu avant quand même. Enfin, faut pas juste, hop, on arrête le PC par exemple, on va dans le lit, on se couche. Ça va pas forcément marcher. Après, moi, c'est un peu spécial, j'ai besoin de bruit de fond pour dormir. Du coup, souvent, je mets une vidéo loin et je la laisse tourner pour qu'il y ait un bruit de fond et je m'endors devant. Mais je sais que c'est pas forcément la bonne idée, c'est juste que moi, c'est ça qui marche pour moi, mais vaut mieux juste tout éteindre et surtout mettre en silencieux son téléphone. Parce que sinon, la moindre notification, on tourne la tête, on regarde et reparti pour au moins 30 minutes sans dormir, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens fatigué? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que bah, déjà, j'ai l'habitude de pas beaucoup dormir, pas depuis longtemps. Et puis ça va, je fais quand même gaffe à avoir le sommeil qu'il me faut pour pouvoir tenir la journée un minimum. Parce que sinon, je serais totalement fou. Et tu penses qu'à 20 ans, tu as besoin de combien d'heures de sommeil? Je dirais minimum 6 heures. 6 heures, normalement, c'est le minimum. Après, je peux être vers les 4h30, 5h, mais normalement, ça m'arrive pas trop. Normalement, c'est minimum 6 heures. Et le mieux, c'est 8 heures, je dirais. Sur les contenus que tu consommes en ligne, c'est quoi les principaux types de contenus? Alors, on a compris les jeux en grande partie, et ça, on va en parler. Et sinon, c'est sur quelle plateforme? Bah alors oui, du coup, les jeux, beaucoup de jeux. Sinon, bah, vers des vidéos sur YouTube, du coup. Parce que je regarde énormément de choses. Du coup, comme je l'ai dit avant, j'aime bien le milieu de l'e-sport, moi. Et j'aime bien m'informer quand j'aime bien un milieu. Donc je regarde beaucoup de live sur Twitch. Du coup, c'est une plateforme de streaming. C'est la plus grosse d'ailleurs, où il y a à peu près tout ce qui se passe au niveau des réseaux. Et bah, souvent, soit je regarde des compétitions, soit juste des gens que j'aime bien. Des fois, c'est sympa, juste on les écoute parler. Puis sinon, grand fan d'animé, donc des animations japonaises. Sur Crunchyroll, par exemple, des trucs comme ça. Alors, Twitch, je connais pas. Par rapport à YouTube, c'est quoi la différence? La différence par rapport à YouTube, c'est que YouTube, c'est des vidéos qui sont préenregistrées, puis montées, mises sur la plateforme. Donc, ça prend entre 10 et ça peut aller jusqu'à 2 heures, mais c'est très rare. Mais c'est préenregistré, alors que Twitch, c'est du live. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de deuxième chance. Ils diffusent en direct ce qu'ils font. Donc, si jamais ils jouent
On voit en direct ce qu'ils font. En fait, ils ont un chat. En gros, c'est là où les personnes qui les regardent peuvent parler avec eux. En gros, c'est plus vivant, c'est pour interagir en fait avec leur communauté directement. N'importe qui peut avoir un compte sur Twitch? Oui, n'importe qui. Après, quand ils lancent leur live, du coup, ils peuvent mettre une restriction d'âge par rapport à comment ils parlent, par rapport à ce qu'ils mettent sur le live. Du coup, par exemple, si jamais ils savent qu'ils vont dire des mots grossiers, hop, un moins de 18, et du coup, si le compte est moins de 18 ans, bah, il peut pas y accéder. Et ce qu'on voit, c'est des vidéos des gens ou c'est une démonstration des jeux qu'ils font en ligne? Bon, moi, ce que je regarde, en tout cas, il n'y a pas que ça. Il y a des gens, juste, ils parlent. Ils se mettent devant une caméra, c'est en direct, et ils parlent avec les gens qui sont en train de le regarder. Voilà, ils font une sorte d'interaction. Sinon, ceux qui jouent aux jeux vidéo, bah, en fait, ils jouent comme s'ils jouaient tout seuls. Juste qu'ils mettent une caméra où il y a leur tête. Ils diffusent leur jeu en direct. Et ils parlent avec du coup, les gens qui les regardent. Ils commentent un peu. Mais du coup, ouais, c'est en direct, c'est pas... Il n'y a rien de retouché. L'accès à Twitch est autorisé pour les mineurs? Ah oui, oui, c'est autorisé pour absolument tout le monde. C'est ce que revendique un peu la plateforme, c'est d'être tout public. Il y a de tout. Après, c'est comme tout, il faut savoir trier, il faut savoir se gérer tout seul. Hein. C'est pareil sur Internet, de toute façon, ce sera partout pareil. Quand tu me parles de Twitch, j'ai le souvenir de 2 sites internet dont j'avais entendu parler par le passé. Omegle, dont je parle dans l'émission numéro 2, me semble-t-il, et qui a suivi un site qui s'appelle Chatroulette. Je vois à ton sourire que tu comprends à quoi je fais référence. Est-ce que tu peux raconter ce que tu comprends de ma question? Disons que c'est pas pareil que Twitch, c'est une interaction directement avec 2 caméras, 2 personnes qui discutent. En fait, c'est des personnes qui sont sur site, qui vont être mises ensemble aléatoirement, donc des personnes qui ne se connaissent pas, qui vont être mises ensemble pour, normalement, le principe serait de discuter. Et avoir le problème de Meagle, par exemple, que bon, il n'y a pas que des gens qui veulent discuter amicalement, on va dire. Il y a des gens qui sont juste là pour insulter des gens gratuitement parce que ça leur fait plaisir. Il y a des gens qui vont mettre des trucs porno parce qu'ils sont fous. Et il y a des gens qui veulent essayer de te manipuler pour avoir des choses de toi. Omegle, c'est vraiment pas recommandé normalement. Faut faire gaffe parce que c'est pas modéré en fait. Il n'y a aucune censure dessus. Donc en fait, tout le monde fait ce qu'il veut. Et quand il n'y a pas de censure, les gens deviennent fous. Donc sur Twitch, il y a de la censure. Alors Twitch, pornographie, c'est banni. En fait, les personnes qui, par exemple, si jamais il y a... Je dis n'importe quoi, mais si on voit en dessous du nombril, bah, la personne qui diffuse le live, donc le propriétaire de la chaîne, va directement être banni du site, complètement. Et des trucs comme ça, il y a les jeux d'argent aussi maintenant, je crois que je crois qu'il y a une réglementation sur les jeux d'argent maintenant, en ligne, poker en ligne, tout ça. Et après, c'est un peu tout. Après, tout ce qui est grave, évidemment, tout ce qui touche aux ethnies, les mots qu'on ne doit pas dire, évidemment, l'homophobie, etc. Tout ça, c'est banni. Et en plus de ça, sur donc les chats, l'endroit où les gens peuvent écrire, la personne qui va diffuser le live, elle peut mettre des mots à bannir. Donc si par exemple, il y a un gros mot qui part, bah, si jamais le mot est banni, la personne ne peut plus parler. Pour essayer de censurer un maximum les gens qui veulent juste soit être malpolis, soit être grossier, soit vouloir faire des choses qui ne se font pas normalement, surtout quand on sait qu'il peut y avoir des mineurs. As-tu des limites personnelles en matière de temps passé sur les écrans? Personnellement, non, pas vraiment. Parce que une grosse partie de ma vie depuis longtemps maintenant. J'ai des amis maintenant aussi. Maintenant, c'est aussi quand je peux pas forcément sortir voir mes amis dans la réalité, bah, j'aime bien aussi, justement, si eux aussi peuvent pas sortir parce qu'il y a des choses à faire, pas beaucoup de temps, bah, on se met du coup sur Discord. Donc c'est en gros, on peut s'appeler comme un appel téléphonique, mais c'est sur PC. Et en même temps, bien notre jeu au fond, ou tout ce qu'on veut. Du coup, ça me permet de parler avec eux, de faire quelque chose que j'aime bien aussi avec eux, donc de jouer, mais pas forcément que. Il y a plein de trucs que tu peux faire forcément en ligne sans jouer. Et ouais, j'ai pas beaucoup de restrictions. Je joue pas mal par jour, ou alors je regarde pas mal de choses. Je te propose de faire un jeu. Tu vas me catégoriser de 1 à 5. 1 étant pas du tout, 5 étant tout à fait. Les questions suivantes, d'accord? Donc, le smartphone est-il un bon outil pour suivre sa scolarité, c'est-à-dire les bulletins, les notes, les résultats, etc., et les informations des professeurs? Je dirais 4, globalement. Parce que alors, ouais, c'est très pratique, c'est d'un coup. Ça dépend juste de l'application des professeurs aussi. Et de l'école en général. Il n'y en a pas tous qui sont le réflexe, parce qu'ils ne sont pas forcément tous connectés. Ouais, je dirais plus 3,5.
Les écrans sont-ils un bon outil pour trouver un métier? Ah, je vais dire 2, parce que il y a plein de sites qui sont super pour retrouver un métier sur Internet. Welcome to the jungle, des trucs comme ça. C'est bien pour trouver l'opportunité, mais pour trouver vraiment le travail, il va forcément falloir se déplacer, quoi. Les écrans sont-ils un bon outil pour se faire des amis? Alors là, c'est mon expérience personnelle, mais c'est pas forcément tout le monde. Moi, je dirais 4,5. C'est-à-dire que moi, voilà, je vais peut-être devoir en reparler plus tard, mais j'applique une règle que je ne parle pas ou ne discute pas longtemps avec des personnes qui n'ont pas été en contact avec quelqu'un que je connais dans la vraie vie. C'est-à-dire que pour me faire des amis, d'amis que je connais vraiment. Donc oui, pour ça, c'est formidable parce que juste du coup, tu rencontres des personnes que tu n'aurais pas rencontrées par l'intermédiaire de quelqu'un que tu connais, donc en qui tu as confiance. Pour moi, c'est vraiment un très bon moyen, tant qu'on sait à qui parler, on va dire. Les écrans sont-ils un bon outil pour trouver une petite amie? Ouais, je dirais 2 quand même, hein. Bon, c'est un peu pareil que le travail, pour moi, c'est... Il peut y avoir le premier pas pour y avoir la démarche, mais tant que c'est pas réel, c'est un peu compliqué, quoi. Les écrans sont-ils un bon outil pour suivre l'actualité? Là, je mets 5. C'est juste partout, sur tous les sites. Twitter, Insta, plus Twitter en vrai. Mais même juste les sites des journaux. Il y a des journaux, il y a plein de sites. C'est super pratique. Et la dernière question, je crois que je me doute de la note que tu vas mettre. Les écrans sont-ils un bon outil pour se divertir? Moi, je mets 5, effectivement. Mais bon, je vais peut-être mettre 4 en fait, parce que pour se divertir un temps, mais il faut aussi faire autre chose. Pour se divertir, oui, mais si on peut sortir aussi, voir d'autres gens, enfin, voir des gens dans la vraie vie, c'est quand même bien aussi, donc faut... Oui, ouais, 4. Penses-tu que les écrans affectent ta capacité à te concentrer sur tes études ou tes activités? Je dirais qu'à un moment, ça l'a été. Je ne pas dire quand. Je dirais peut-être lycée. En fait, c'était pendant le Covid, globalement, comme on était tout le temps chez soi. Bah forcément, il y a les deux en parallèle. C'est soit un cours à distance en Zoom, soit à jouer. Bon, le choix était vite fait. Mais normalement, non. Normalement, ça peut te distraire un peu. C'est normal. Pour autant, rater complètement ses études ou décrocher complètement, normalement, non. Est-ce que tu as déjà ressenti de la dépendance aux écrans? Ouah, je crois qu'on est un peu tous dépendants aux écrans, hein, j'ai l'impression. Plus ou moins, évidemment, enfin, surtout à mon âge, enfin, vers mon âge. Parce que bon, même si on peut dire ce qu'on veut, on est tout le temps sur notre téléphone, ça reste un écran. Même des fois, quand on est avec des personnes dans la vraie vie, on est sur notre téléphone, c'est un écran, donc en soi, on est dépendant, mais je trouve que tout le monde est dépendant. Après, moi, je le suis particulièrement, dans le sens où il y a un peu toute ma vie qui se passe sur les écrans, vu que le métier que je veux faire se passe sur un écran, globalement. Mais ouais, mais après, je suis dépendant, mais c'est décrocher quand il faut vraiment décrocher. C'est-à-dire que c'est ma source principale d'amusement, même de connaissances. Mais par contre, il faut savoir pouvoir décrocher au moment parce qu'il y a autre chose à faire à un moment. Il n'y a pas le choix, il faut le faire. Je dirais être vraiment dépendant à un point grave, sur le jeu vidéo ou écran, c'est occulter complètement le reste. On ne voit plus rien, on voit que les écrans. Et on ne fait plus ce qui doit vraiment être fait. Là, ça devient vraiment dépendant, problématique. C'est quoi la dernière fois où tu t'es dit, tiens là, il faut vraiment que j'arrête parce que j'ai autre chose à faire? Bah, hier soir, je me suis dit, il faut que j'arrête parce qu'il faut que je dorme. Parce que sinon, je vais être fatigué. Et que bah, même si j'avais quand même envie de jouer, bah, j'ai des choses à faire, faut dormir. Et du coup, faut se lever. Et du coup, faut arrêter. C'est comme ça. Est-ce que tu as déjà eu une discussion avec un adulte sur cette consommation d'écran où tu vois bien que les adultes pensent que c'est une génération perdue qui passe trop de temps sur les écrans, etc. Est-ce que tu peux nous raconter? Bon, j'ai eu plusieurs interlocuteurs, effectivement. Et bah, premier, mon père, évidemment. Mais qui n'est pas forcément dans le jugement, je dirais plus qu'il essaye de comprendre, effectivement. Parce que pour le coup, je suis particulièrement connecté. Par exemple, mon frère, lui, parce que j'ai un frère qui est plus grand que moi. Il est un peu moins, alors pourtant, il est totalement dans cette génération-là aussi. Mais ouais, alors d'abord avec mon père, du coup, il essaie de comprendre parce qu'il voit que je passe beaucoup de temps. Il s'inquiète. Enfin, premier lieu, il s'inquiétait. Ça fait un petit moment, du coup, qu'on en discute. Il s'inquiétait parce que beaucoup de temps sur les écrans depuis petit. Au début, c'était pas inquiétant. Après, je commence à un peu augmenter la dose. Il commence à s'inquiéter, à se dire que j'étais complètement dépendant et que j'arrêtais jamais. Qu'on a discuté. Après, du coup, il s'est renseigné aussi. C'est important quand on est parent de se renseigner aussi. Parce que, alors nous, quand on joue, on n'a pas toujours raison. Loin de là.
Mais on n'a pas tout le temps non plus. Il faut savoir faire la part des choses. Après, j'ai rencontré des adultes aussi qui, oui, pensent vraiment qu'on est perdu, qu'on sait plus vivre. Parce que aussi, le truc, c'est que, enfin, moi, en tout cas, ce que je mets dans mon argumentaire quand je parle avec ces gens-là, c'est qu'on a quand même des contacts sociaux de une. C'est pas parce qu'on joue ou qu'on est sur nos écrans qu'on voit pas du monde dehors. Je veux dire, on va juste à l'école, ça nous fait des contacts sociaux. On a des amis, normalement. Après, il y a des gens plus ou moins fermés, ça dépend au cas par cas. Mais ouais, et puis même, ça fait, pour les gens qui sont fermés, ça fait quand même une interaction sociale. Elle n'est pas réelle, mais par exemple, quand on est fermé, ça peut aider à s'ouvrir un peu, d'avoir parlé à des gens qu'on voit pas. Parce que n'importe qui, normalement, derrière un écran, se sent plus en sécurité que forcément dans la vraie vie. Moi, je sais que je connais plein de personnes qui, alors, dans la vraie vie, sont vraiment très timides, très réservées, parlent pas trop, restent dans leur coin. Dès qu'ils arrivent derrière leur écran, bah, ils se libèrent et après, ça impacte la vraie vie, en fait. Parce que ça reste leur personnalité. Donc ouais, je dirais que ça dépend des adultes, en fait. Il y en a qui sont plus ou moins ouverts. Il faut juste soit pouvoir avoir un bon argumentaire pour discuter avec eux et pas être fermé à aussi ce qu'ils disent. Et à l'inverse aussi, que les adultes puissent se renseigner ou justement leur donner les clés pour se renseigner. Alors, si tu veux bien, on va parler des différentes catégories de jeux en ligne. L'objectif, là, c'est de me permettre, à moi, par exemple, de pouvoir discuter avec mon enfant de ces jeux sans avoir l'air complètement novice et qui se sentent finalement en sécurité et en confiance parce que je sais de quoi il en retourne. Je te laisse nous expliquer les catégories qu'il y a, les types de jeux et tout ça. Bon, alors on va commencer simple. Je vais dire, alors il y a les jeux qu'on dit shooter première personne, shooter troisième personne. Donc alors un shooter, c'est, bon, je vais donner les plus connus, Call of Duty par exemple, ou Counter-Strike. En fait, c'est des jeux où le moment on tire sur d'autres gens. Première personne, du coup, on va avoir la vue comme si on était la personne, donc comme si on voyait à travers les yeux de quelqu'un qui tire sur d'autres gens. Plus ou moins de sang, évidemment, plus ou moins de violence dans le jeu, mais le fait est qu'on tire avec une arme et que c'est contre d'autres personnes, normalement contre d'autres humains, même si on peut jouer contre des ordinateurs, mais très peu de gens font ça parce que très peu amusant. Et troisième personne, on a la vue du dessus, c'est tout simplement ça qui change. Donc voilà, donc shooter, je pense que c'est une des catégories les plus connues. On a le RPG, dit Role Playing Game. Donc en fait, on incarne un personnage, souvent, on va se plonger dans une histoire, on incarne le héros de cette histoire. Et souvent, c'est des jeux qui se font seuls, la plupart du temps, parce qu'une grosse histoire narrative, une grosse place à l'histoire plutôt qu'au jeu avec d'autres personnes. Donc ouais, on incarne un héros, on devient quelqu'un d'autre, quoi. Après, très connu, le MMO et le MMORPG. Alors MMO, c'est massivement multijoueur. Donc c'est-à-dire que c'est un gros serveur, des milliers de personnes dessus. Tu en crois, c'est vraiment fait pour... À l'inverse du RPG, c'est fait pour jouer avec quelqu'un en fait. C'est fait pour avoir des amis dessus. Il faut jouer à plusieurs pour s'amuser. Et souvent, ça prend une grosse partie du temps. Et MMORPG, c'est massivement multijoueur, mais avec du role-playing game. Donc c'est-à-dire on va incarner quelqu'un d'autre que nous-mêmes, mais dans un jeu fait pour le multijoueur, donc qui n'a rien à voir avec la narration par exemple. Il y en a des très connus, World of Warcraft étant le plus connu, mais c'est qu'un exemple parmi plein. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a les MOBA, c'est Multiplayer Online Battle Arena. En gros, c'est deux équipes qui s'affrontent, c'est que du joueur contre joueur par contre, qui s'affrontent, et tu vois qui est le meilleur, tout simplement. Le plus connu, il y a League of Legends, ou Dota, c'est les deux plus connus. C'est très très développé. C'est à quoi je joue par exemple personnellement. Normalement pas trop de violence dans ces jeux-là. Normalement, encore une fois, quid du game. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? MOBA, MMO. Le Battle Royale, le plus connu en ce moment pour les ados. Fortnite évidemment, ce genre de choses. Là c'est simple. Parachuter sur un endroit. Ça peut aller entre 80 et je dirais 200 joueurs sur la même carte. Une partie, le but c'est de tuer tout le monde et de finir premier. Simplement. Il faut juste être le dernier survivant. Pas forcément tuer tout le monde, mais être le dernier survivant. Voilà. Et c'est les plus gros types de jeux auxquels on va être confronté, normalement. Après, il y en a des niches. Globalement, les Sims, par exemple, qui n'a pas vraiment de nom, c'est juste tu fais un personnage et tu lui donnes vie. Par exemple, je décide de faire un personnage et je le mets à Los Angeles et il devient DJ, par exemple. Mais ça, c'est des jeux très spécifiques
qui sont pas vraiment dans des catégories, on va dire. Après, jeux de combat. Jeux de combat, donc Mortal Kombat, Tekken, violent. Violent plus ou moins. Mortal Kombat étant au-dessus de la liste pour le finisher, enfin le fatality pour être précis, qui est très violent. Qui vraiment, en dessous de 18 ans, normalement, on met pas ce jeu dans les mains d'un enfant. Parce que c'est revendiqué violent, c'est des cassages de colonne vertébrale, c'est des coupages de tête, c'est mieux de pas mettre les enfants devant ça, on va dire. Et voilà, c'est les plus grosses catégories. T'as commencé à jouer dès la classe de 6e à ces jeux? Alors, moi, j'ai commencé avant. J'ai commencé avant parce que j'ai commencé avec Pokémon. J'ai commencé avec Pokémon, la DS, évidemment. Je dois avoir 5 ans. 5 ans, puis comme j'avais un frère un peu plus grand, il avait aussi ses trucs à lui. Du coup, je voulais faire comme lui. Du coup, ouais, j'ai commencé assez tôt, mais à vraiment jouer, je dirais quand j'ai eu la PS3, donc ouais, ça devait être un peu avant la 6e. Un tout petit peu avant la 6e. Je crois que je devais avoir 8-9 ans, je dirais. Comment est-ce qu'on découvre un nouveau jeu en ligne? Alors, soit on peut voir passer du contenu dessus, parce que souvent les jeux sont très pubés, ou alors ce qui se passe beaucoup sur Twitch ou YouTube, du coup, c'est les OP, donc les opérations commerciales, pour puber le jeu. Ça peut donner envie de jouer. Il y a juste le voir passer comme ça quand on cherche des jeux, parce que des fois ça nous arrive de chercher des jeux parce qu'on en a marre de ceux qu'on voit sur une des plateformes qui existent, donc Steam, plus connu. Sinon il y a Epic Games, ce genre de choses, mais ça c'est plus des créateurs de jeux plutôt que des plateformes de jeux. Ou là, sur Steam par exemple, ils te mettent en avant des jeux qui coûtent moins cher, ou des jeux qui sont les top ventes du moment, et on peut découvrir un jeu comme ça, ou sinon par des amis qui jouent. Moi, la plupart du temps, quand je découvre un jeu, c'est parce qu'il y a un ami qui m'a dit viens jouer, c'est super bien. Du coup, j'arrive et je viens jouer. Mais ouais, j'irais plutôt amis de base et contenu. Parce qu'en vrai, chercher des jeux, c'est pas forcément tout le temps qu'on le fait, mais si on passe du temps sur YouTube ou sur les réseaux en général, souvent on voit passer des pubs aussi, beaucoup de pubs. Tout ce genre de trucs, ça donne envie de jouer et ça te fait découvrir pas mal de jeux. Donc les jeux sont payants. Combien ça coûte à peu près un jeu? Alors là, c'est très diversifié parce que de plus en plus, ces jeux deviennent gratuits, avec du contenu achetable dans le jeu. Pas obligatoire, donc du cosmétique, des choses comme ça. Ça va être pas mal de techniquement Fortnite, League of Legends, c'est les plus connus. C'est littéralement, tu viens sur le jeu, c'est gratuit, pas d'abonnement à payer, parce que ça peut arriver sur certains jeux. Juste, si jamais tu veux mettre 10 € pour que ton personnage soit plus joli, tu peux le faire. Après sinon, les jeux, ça peut aller entre 10 € jusqu'à sans édition de luxe, parce qu'il y a plusieurs éditions de jeux qui existent. Ça peut aller jusqu'à 60 €. Après édition de luxe, ça peut monter à 100 €. Et après, en fonction des jeux, il y a aussi des contenus additionnels qui s'ajoutent. Parce que par exemple, il y a une histoire. L'histoire, tu l'as finie au bout de, 30 heures de jeu. Sauf qu'ils n'ont pas envie que leur jeu soit mort au bout de 30 heures de jeu. Du coup, un an après, ils vont rajouter ce qu'on appelle un DLC. C'est du contenu additionnel qui peut être gratuit, dans très peu de cas, et qui souvent coûte entre 20 et 40 €, je dirais. Et après, sinon, il y a les jeux abonnements. Donc là, ça va souvent être les MMO, du coup, comme je disais, les jeux qui prennent du temps. World of Warcraft, tout ça, où là, ça va être un abonnement soit la semaine, soit au mois. Donc là, ça va de 2 € le moins cher, par un MMO français qui s'appelle Dofus, à 15 €, je crois, sur World of Warcraft par mois. Où là, faut préparer à donner 15 € par mois. Toi, tu dépenses combien à peu près par semaine ou par mois ou par an? Allez, par mois, parce que moi, je joue à déjà l'abonnement. J'achète pas tant de nouveaux jeux que ça, parce que j'en ai pas mal. Je dirais, par mois, du coup, mes abonnements, en vrai, ça me coûte pas si cher que ça. Je crois que ça doit être 10 € maximum, moi, que je paye. Sur 2 jeux cumulés, donc ça va. 10 €, après, je me fais plaisir un petit peu. Je peux aller vers les entre 50 et 100 €, on va dire. Dépend du mois, en fait, dépend des sorties. Parce que si jamais il y a un jeu que je veux acheter, forcément, ça va monter plus. J'ai n'importe quoi, même par exemple en juin, un truc que j'attends beaucoup, qui va me coûter 60 €, mais que je vais acheter parce que j'ai envie de l'acheter. Qu'est-ce que c'est? C'est un des fameux DLC qui sort sur sûrement mon jeu préféré de l'histoire, qui s'appelle Elden Ring. C'est un monde ouvert narratif, c'est un RPG. C'est un monde ouvert, du coup, on peut se battre avec des boss, c'est quand on aime la difficulté. Est-ce que tu penses que des parents peuvent mettre des limites sur les durées de jeu ou les accès à des salles ou des environnements pour certains jeux? Alors, normalement, sur tous les appareils, pas sur les jeux en eux-mêmes, mais sur les appareils, soit il y a un contrôle parental, tout simplement. Donc on met les limites d'heures, on met un mot de passe,
et au bout d'un moment, tout s'arrête. Tout s'arrête, on est très déçu, on n'a pas le mot de passe, on le cherche absolument, mais on le trouve pas. Ça peut être comme ça. Après, il y a les méthodes un peu dures qui est de couper la connexion sur l'appareil en question. Ça, c'est très frustrant. Je vous conseille pas de faire ça parce qu'après, votre enfant va absolument toucher à toutes vos box pour essayer de trouver le moyen. C'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé. Mon père n'a pas réussi. C'est vraiment pas une bonne idée en vrai parce que ça trifouille partout. C'est infernal. Moi, je l'ai fait, hein, donc je sais. Non, je dirais en vrai, allez directement soit sur la console, du coup, PlayStation 5, Xbox, soit sur le PC. Et souvent, il y a une limite d'heure en fait. Tu mets une limite. À partir du moment où ça s'allume, hop, le compteur il démarre et dès qu'il est fini, c'est fini. Sur la description des catégories de jeux en ligne, est-ce que tu vois d'autres choses, des éléments importants à partager avec des parents? Alors sur les catégories, je dirais que en fonction des âges, plus ou moins laisser de temps ou d'accès à certains jeux. C'est-à-dire que les MMO par exemple, qui prennent beaucoup de temps, c'est sûrement ceux qui font partie des jeux les plus addictifs, parce qu'il y a toujours des choses à faire dessus. World of Warcraft par exemple. Donc en fait c'est des jeux qui demandent beaucoup de temps, parce que beaucoup de contenu, parce que le but du jeu c'est de te faire jouer un maximum, parce que c'est cool, c'est un grand monde, sauf que le problème c'est que tu plonges vite dedans, et qu'une fois que tu es dedans, tu peux ne pas t'arrêter. Moi j'ai une anecdote sur ce jeu qui s'est passé, pourtant c'est pas des enfants qui l'ont fait, c'est ça le pire. Mais quand c'est sorti, c'était vraiment un très gros phénomène. Vraiment, la plupart de la planète joue à ce jeu. Et en Chine, c'est vrai que 2 parents se sont arrêtés dans un cybercafé pour jouer. Et qui se sont dit un donjon de plus, donc c'est des instances où on voit pour jouer, gagner des récompenses, etc. Un donjon de plus. Et leur enfant est mort. Parce qu'ils sont restés trop longtemps. Donc il faut faire très attention parce que c'est très addictif. Ils l'ont oublié, la problématique. Du coup, sur ce genre de jeu, mettre une limite quand on ne sait pas s'arrêter, c'est important. Même moi, je sais que, par exemple, je joue beaucoup, mais je me dis au bout d'un moment, il faut que j'arrête parce que... En fait, c'est addictif, parce qu'il y a toujours un truc à faire. Tu te dis, je peux pas m'arrêter là, il y a un autre truc, mais en fait, tout est proche, mais tout est loin. En fait, tout demande du temps, mais dans notre tête, puis même factuellement, c'est que la prochaine étape, donc tu as envie d'y aller, parce qu'en plus, c'est sympa de voir son personnage progresser et d'être fort dans un jeu. C'est cool. Ça, faut réguler. Et après, limite de temps, non, pas forcément. Gérer les MMO principalement. Hein. Bon, après, si jamais des enfants qui sont trop jeunes, faut pas qu'ils dépassent un certain nombre d'heures, parce qu'après, ou jusqu'à une certaine heure plutôt. C'est vrai que les arrêter par exemple 2-3 heures, 2 heures, je dirais, avant de dormir, c'est bien, parce qu'après, sinon, c'est la fête.